Qu'est-ce qui est plus effrayant? Un pays complètement chaotique ou un pays trop parfait? Le Japon pourrait bien être la réponse. C'est un endroit où les femmes belles choisissent délibérément de rendre leurs dents moins attrayantes. Les pourboires sont considérés comme une insulte. Les gens sont si polis qu'ils n'osent pas aider des étrangers. Pourquoi cela? Numéro 1. Le pays le plus poli du monde. Si vous vous promenez dans les rues de Tokyo et que vous apercevez un homme en costume, penché à 90 degrés en écoutant son téléphone contre un mur inanimé, ne soyez pas trop surpris. Ce geste inconscient de s'incliner est la manifestation la plus évidente du syndrome de la politesse ancré dans le sang. Dans les magasins, dès que vous poussez la porte pour entrer, un cri collectif de Irasaimasu résonne à vos oreilles. Lorsqu'ils rendent la monnaie, les employés ne le font jamais d'une seule main. Ils placent une main sous la vôtre pour attraper les pièces qui pourraient glisser. Mais ce n'est pas tout. Les Japonais vont même jusqu'à être si polis qu'ils ne vous bousculent, ni ne vous heurtent lorsque, pressés, ils cherchent une place. Ils s'approchent rapidement et s'assoient à l'endroit que vous pensiez être le vôtre. Dans les gares, ils font la queue en silence, en attendant le signal pour monter dans le train, sans jamais se pousser, et s'installent en un clin d'œil. L'expression de leur visage presque immuable. Vous serez encore plus choqué de découvrir à quel point les Japonais sont polis et propres. Même dans les toilettes. Avec des toilettes équipées de panneaux de contrôle sur le côté, comportant une multitude de boutons, du jet d'eau chaude orientable, au sèche-main à air chaud, jusqu'au système de désodorisation automatique. Il suffit même d'un léger toucher pour que la machine émette le bruit d'un ruisseau pour couvrir tout son délicat. Ce développement incroyable découle d'une obsession pour la propreté et d'une culture sous-jacente de la peur de déranger les autres par le bruit. De plus, lorsque vous visitez une maison japonaise, vous remarquerez des sandales spéciales utilisées dans les toilettes. Vous devez les porter au lieu de garder vos chaussures d'intérieur ou d'entrer pieds nus. Et n'oubliez pas, après utilisation, de remettre les sandales à leur place d'origine. Cette politesse extrême crée une société méfiante. Ils essaient d'éviter d'attirer l'attention des autres autant que possible. Si vous voyez quelqu'un en difficulté à la gare, vous remarquerez de nombreuses personnes passer sans réagir. Cette indifférence glaciale n'est pas nécessairement due à un manque d'empathie, mais provient d'une peur appelée meiwaku, qui signifie dérangement. Les Japonais sont éduqués dès leur plus jeune âge à ne jamais déranger les autres. Et en retour, ils craignent énormément d'être entraînés dans les problèmes d'un étranger. Avez-vous déjà visité le Japon? Si oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la première expérience que vous aimeriez vivre là-bas? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Numéro 2. Les femmes belles mais étranges. Si le reste du monde considère des dents bien alignées comme la norme, au Japon, c'est un sourire irrégulier avec une dent de devant qui dépasse qui est à la mode. Au lieu de dépenser de l'argent pour un appareil dentaire, des milliers de lycéennes japonaises sont prêtes à débourser entre 300 et 400 $ juste pour obtenir une dent factice collée sur leurs vraies dents. Cette tendance, appelée yaeba, découle de l'idée que le sourire imparfait et décalé crée une impression d'innocence et de charme. Ainsi, une industrie dentaire à l'envers a vu le jour, générant des profits en déformant les critères de perfection d'un sourire standard. Cette déviation se manifeste également dans la façon dont les femmes japonaises marchent. Avec des pieds chaussés, mais les orteils délibérément tournés vers l'intérieur, formant un V inversé. C'est la fameuse démarche pigeon des femmes japonaises, combinée à des jambes arquées. Conséquence de l'habitude de s'asseoir en position seiza sur des tatamis depuis leur enfance, au lieu de chercher à cacher ses défauts. Les jeunes filles choisissent de les accentuer. Leur démarche chancelante, presque sur le point de tomber en avant, touche directement le besoin de protection des hommes, transformant un défaut physique en une arme de séduction dans la rue. Une autre réalité étonnante est que les petites filles ici sont guidées par leur mère pour apprendre à se maquiller et à se poudrer dès qu'elles savent lire.
La culture du maquillage est si profondément ancrée dans la société que sortir sans maquillage est considéré comme un acte impoli, témoignant d'une négligence devant les autres. Cela n'est que le début. Le véritable défi commence lorsque les femmes japonaises portent le kimono. Pour parfaire cette tenue, elles doivent s'enrouler de 12 à 20 couches de vêtements. Ensuite, leur taille est serrée par une ceinture obi de 4 mètres de long, soit la longueur d'une voiture à 4 places. Le poids total des tissus portés peut atteindre 10 kg, ce qui équivaut à porter un grand sac de riz sur l'épaule tout en se promenant. Cette structure complexe rend difficile le fait de s'habiller seule. Beaucoup de femmes doivent même débourser entre 50 et 100 $ juste pour engager un professionnel qui les aide à s'enrouler dans les tissus pendant 1 à 2 heures. Avec cette somme, on pourrait acheter entre 120 et 250 baguettes au lieu de vivre une expérience suffocante. Plus de 30% des femmes japonaises dans la trentaine refusent catégoriquement de se marier. Elles préfèrent se donner à fond dans leur travail, vivre dans des appartements de 15 mètres carrés et dépenser librement pour elles-mêmes. Selon la conception traditionnelle, après le mariage, les femmes japonaises cessent de travailler et se consacrent uniquement à la gestion du foyer. Ainsi, elles doivent non seulement s'occuper des tâches ménagères, mais aussi comprendre la psychologie de leur mari. La conséquence de cette grève du mariage est que le taux de natalité au Japon a chuté de manière vertigineuse à un niveau record de 1,2 enfants par femme, transformant le pays en une énorme maison de retraite, étant l'un des endroits avec le taux de natalité le plus bas au monde. Numéro 3. Les choses étranges sur l'amour et les rendez-vous. Que pensez-vous si vous vous trouviez dans une chambre mesurant seulement 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1 mètre de haut, mais avec des services très confortables tels qu'une salle de bain commune, une télévision, une salle de loisirs, un service de restauration, des livres, des livres, etc. C'est l'hôtel capsule. Un type d'hôtel particulier au Japon. Le tarif de location d'une capsule varie de 20 à 40 $ par nuit. Créé en 1970 pour servir les employés de bureau manquant leur dernier train de la journée. Ce modèle est désormais standardisé pour maximiser le nombre de clients sur une surface réduite. Les hôtels d'amour sont un type d'hôtel assez populaire au Japon et dans certaines régions d'Asie. Comme son nom l'indique, c'est un endroit où les couples se rendent pour des rendez-vous. Les hôtels d'amour japonais se distinguent par leur conception originale. Vous pouvez donc trouver des hôtels avec des tapis roulants ou des toboggans dans les chambres, voire des chambres conçues pour ressembler à des voitures, des trains ou des vaisseaux spatiaux. Les prix varient d'un hôtel à l'autre, allant de bas à élevé. De plus, après avoir choisi une chambre, sur un écran dans le hall de l'hôtel, les clients paient via une machine et reçoivent la clé de leur chambre par une petite fenêtre. Le personnel de l'hôtel et les clients ne se rencontrent jamais en personne afin d'assurer la confidentialité des clients. Le Japon compte également des cafés où les clients masculins peuvent venir dormir avec une fille. Cependant, ils viennent simplement pour dormir, sans aucune relation. Les clients paient en moyenne entre 30 et 40 $ pour 20 minutes. L'objectif de ce type d'établissement est d'offrir aux clients un sommeil confortable en étant enlacés par quelqu'un. De plus, il existe des services intéressants tels que regarder dans les yeux pendant 1 minute, caresser les cheveux de la fille pendant 3 minutes. Les services de café de sommeil et d'étreinte se trouvent principalement à Akihabara. Il y a 2 jours de la Saint-Valentin au Japon, en plus de la Saint-Valentin traditionnelle, comme dans de nombreux pays du monde. Il y a également un jour de la Saint-Valentin blanche, le 14 mars. 1 mois plus tard. En règle générale, les femmes offrent des chocolats le 14 février, tandis que les hommes répondent le jour de la Saint-Valentin blanche, souvent avec un cadeau plus important. En plus d'offrir des cadeaux à des personnes spéciales, les Japonais offrent également des chocolats à leurs collègues et amis dans le cadre d'une tradition appelée Jiri Shoko, qui signifie offrir des chocolats par obligation. Numéro 4. Les choses fouillées qui n'existent qu'au Japon. Le Japon est un endroit où vous devez constamment redéfinir les frontières entre le réel et le virtuel, entre la machine et l'humain. Pouvez-vous croire qu'en ce moment même à Tokyo, des hommes rentrent chez eux après le travail, ouvrent la porte et s'exclamant «
Je suis de retour. A1, boîte en verre lumineuse, bienvenue dans l'ère de Gatebox. Un dispositif contenant des épouses virtuelles en hologramme 3D. À l'intérieur de ce tube en verre, se trouve un petit personnage d'anime programmé pour sourire. Rappelez la météo et vous envoyez des messages pour vous appeler à la maison pendant que vous êtes en réunion au bureau. Ce phénomène découle de l'isolement social et de la pression des relations réelles. En conséquence, de nombreux hommes japonais sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour acquérir cet appareil, allant même jusqu'à organiser des cérémonies de mariage officielles et à échanger des anneaux pour un simple code informatique. Et si vous pensez que se marier avec une machine est déjà le summum de l'étrangeté, essayez de pénétrer dans un stade de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Tokyo. Là, vous verrez une mer de gens en délire hurlant, agitant des lightsticks et pleurant à chaudes larmes devant une chanteuse qui n'existe pas. La chanteuse, qui danse avec enthousiasme sur scène, n'est en réalité qu'une immense projection holographique, accompagnée d'une voix entièrement synthétisée par un logiciel. Ce culte démesuré repose sur le désir de perfection absolue de la société. Une idole qui ne vieillit jamais, qui n'est jamais impliquée dans des scandales amoureux et qui ne connaît jamais la fatigue. Cette mentalité a donné naissance à un empire industriel du divertissement de plusieurs milliards de dollars, où le public est prêt à débourser des centaines de dollars pour un billet afin de se plonger dans une illusion visuelle. Si vous vous demandez pourquoi le bol de ramen exposé dans la vitrine d'un restaurant ne se gâte pas pendant un mois entier, la réponse réside dans le Sampuru, une technologie de fabrication de modèles alimentaires en plastique souple. Les artisans ici mesurent avec précision chaque millimètre pour créer des morceaux de viande de bœuf marbré ou des verres de bière mousseux qui ressemblent exactement à de la vraie nourriture. Née du désir de transparence, des portions pour les clients. Cette technique s'est développée en une industrie de production de modèles à grande échelle. Cette obsession pour la précision est également appliquée dans les supermarchés. Lorsque vous achetez une boîte de bento, la forme et la taille du morceau de viande ou de la saucisse à l'intérieur correspondent exactement à l'image illustrée sur l'emballage. Si le produit réel à l'intérieur est inférieur à l'image publicitaire, le consommateur a tout à fait le droit légal de poursuivre le fabricant pour fraude. Enfin, en marchant dans Tokyo, vous verrez des gens pousser leur vélo dans une petite cabine sur le trottoir, passer leur carte, et boum, le vélo est aspiré sous terre et disparaît. C'est le système de stationnement invisible éco-cycle. De l'extérieur, cela ressemble à une simple cabine téléphonique. Mais, en dessous, se cache une superstructure cylindrique antisismique enfouie à 11 mètres de profondeur. Là, des bras robotiques organisent automatiquement des centaines de vélos à leur place en seulement 13 secondes. Étant donné que l'espace au sol à Tokyo est complètement épuisé, cela contribuera à nettoyer l'apparence urbaine du Japon. Numéro 5. Le Japon et ses zones d'ombre. Il est un fait que le coût de la vie au Japon exerce une pression énorme sur la population. En particulier, les prix des produits frais, notamment des fruits, sont extrêmement élevés, étant donné que le Japon se situe entièrement dans une zone climatique tempérée. Les légumes et fruits tropicaux ne peuvent pas croître naturellement en plein air. Par conséquent, la majorité des fruits tropicaux disponibles dans les supermarchés sont importés de l'étranger, ce qui fait grimper considérablement les coûts de transport. Quant aux rares fruits tropicaux cultivés localement, les agriculteurs doivent consommer une quantité d'énergie énorme dans un processus très strict. La consommation quotidienne de fruits est, regardons, devenue un luxe pour de nombreux travailleurs ordinaires. Alors que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, il suffit de sortir 1 à 2 dollars pour rapporter un régime de litchi. Au Japon, il faut débourser entre 10 et 15 dollars pour une seule litchi. En effet, 1 kilogramme de litchi de première qualité, ici, peut coûter plus de 200 dollars, soit 100 fois plus. De plus, les fruits jouent un rôle dans la culture du don rigoureuse de l'élite japonaise, servant à exprimer le respect et à mesurer le statut social lors des repas. Si vous étiez à ma place, seriez-vous prêt à dépenser 200 dollars juste pour acheter un régime de litchi? Mais ce n'est pas tout. Contrairement à sa position économique, le Japon a un indice de bonheur très bas, accompagné d'un taux de suicide
élevé, notamment chez les étudiants et les employés de bureau. Il existe même un endroit, comme la forêt, Aokigahara. Un lieu où ceux qui souhaitent mettre fin à leur jour se rendent. En partie à cause d'un système éducatif qui transforme chaque élève en une machine. En plus des punitions physiques, dans certaines écoles japonaises, les élèves subissent également des abus psychologiques en raison de la pression des examens et de la compétition pour les admissions. Ce qui pousse de nombreux étudiants à s'isoler et à se couper de la société. De plus, le taux de suicide augmente encore plus, car les Japonais évitent de s'impliquer dans les affaires des autres. Donc, même s'ils voient quelqu'un s'évanouir de fatigue ou des bagarres, ils préfèrent souvent détourner le regard. Et, comme vous l'avez vu, lorsque la police arrive, il n'est pas rare que certaines personnes ne survivent pas. Une scène qui pourrait déstabiliser les étrangers est celle des Japonais, qui peuvent s'endormir n'importe où. Dans le train, sur un banc de parc, ou même à leur bureau. Alors qu'en Occident, ce comportement est perçu comme paresseux et peu professionnel. Au Japon, cela s'appelle « inmuri ». Dormir, tout en étant éveillé. La société considère ce fait comme une preuve physique qu'un individu a épuisé ses forces pour son travail. C'est une conséquence directe du phénomène du travail excessif prolongé. Il y a une chose qui pourrait vous choquer encore plus. Au XVIIIe siècle, la famine et les catastrophes dévastatrices ont donné naissance à l'ubasut. Une pratique consistant à porter les personnes âgées sur une montagne pour les laisser mourir de faim, afin de réduire le fardeau alimentaire de la famille. Aujourd'hui, bien que ce comportement ait été aboli, son idée fondamentale laisse encore une ombre psychologique importante. Dans le contexte d'une société japonaise vieillissante, la pression financière et le fardeau médical poussent de nombreux jeunes à des impasses, entraînant des phénomènes d'abandon, d'indifférence ou de mauvais traitement envers leurs propres parents âgés. Numéro 6. Les plats les plus nutritifs mais étranges de la planète. Au Japon, il existe des plats extrêmement nutritifs, mais préparés de manière plutôt étrange. Le premier plat à mentionner est le natto, des graines de soja fermentées pendant 24 heures. Ce processus permet aux grains de soja d'être recouverts d'une couche visqueuse. Lorsque l'on les mélange avec des baguettes ou que l'on les prend, cette substance gluante s'étire en longs filaments. Le natto dégage une odeur forte et âcre, semblable à celle de l'urine. Ce plat est consommé quotidiennement au Japon en raison de la présence d'une substance reconnue par la médecine pour aider à dissoudre les caillots sanguins. Le plat suivant est le shirako, qui est une poche de sperme provenant de l'abdomen de poissons mâles, le plus souvent du cabillaud ou du fugu. Cet organe interne a une couleur blanche opaque et une texture plissée et collante. Il est généralement servi sur une assiette pour être consommé cru avec de la sauce soja, ou légèrement blanchi dans de l'eau bouillante. Le shirako a une structure molle qui fond immédiatement dans la bouche. Sa teneur en protéines et en vitamine B est très élevée. Et il est souvent consommé par les Japonais pour compléter leur apport nutritionnel en hiver. Si vous souhaitez mettre votre odorat à l'épreuve, vous pouvez essayer le shiokara. Ce plat est préparé à partir de viande, d'intestins et d'organes, de fruits de mer, crus mélangés avec du sel et fermentés dans un récipient hermétique pendant au moins 1 mois. Le processus de décomposition des organes produit une odeur forte et caractéristique, en raison de sa forte concentration en sel. Ce plat est servi en petite quantité, environ 1 cuillère à café. Les Japonais l'accompagnent de riz blanc ou l'utilisent comme amuse-bouche en buvant de l'alcool dans des izakaya. Ne soyez pas trop surpris si l'on vous propose de manger du riz avec du thé vert lors de votre visite chez un Japonais. C'est le plat appelé okazuke. Du thé vert bouillant est versé directement sur un bol de riz. Sur le dessus du riz, on ajoute souvent des ingrédients conservés, tels que des algues sèches, du saumon salé émietté, de la moutarde et des prunes salées. Verser de l'eau bouillante directement permet de préparer ce repas en moins de 5 minutes, sans avoir besoin de le faire sauter à haute température. Numéro 7. Les particularités des rues japonaises. Vous ne pourrez jamais traverser la rue si vous restez là à attendre que le feu vert s'allume. Ici, les feux de circulation sont de couleur bleue.
Les Japonais d'autrefois utilisaient un seul mot pour désigner à la fois le ciel bleu profond et les feuilles des arbres. Ainsi, bien que la langue moderne ait clairement séparé ces deux couleurs, le système de transport a décidé de conserver la lumière bleue comme un symbole de fierté pour leur héritage culturel. Dans les rues, tout le monde semble accro à se couvrir le visage avec des masques. Même pendant les chaudes journées d'été, sans aucune alerte de maladie. Cette pratique remonte à plus de 100 ans, à l'époque de la pandémie de grippe espagnole, initialement conçue pour bloquer le pollen et la poussière. Ces masques sont devenus une sorte de bouclier psychologique pour les Japonais. Ils les utilisent pour se replier sur eux-mêmes et créer une zone de sécurité invisible, les protégeant des regards des foules qui les entourent. Les distributeurs automatiques ici ressemblent à un empire, avec un appareil tous les 30 pas, pour un total de 4 millions de machines. Cela équivaut à la population entière de la Nouvelle-Zélande transformée en machines de fer, dispersées dans les rues du Japon pour servir les gens. Ces machines génèrent 50 milliards de dollars de revenus chaque année. Un chiffre comparable au revenu national total d'un pays comme la Serbie ou la Jordanie. Ne soyez pas surpris si vous vous trouvez au milieu d'une rue parfaitement asphaltée, mais que vous ne pouvez trouver aucune poubelle. La disparition des poubelles publiques découle de l'obsession liée à l'attaque au gaz sarin dans le métro en 1995, qui a contraint les autorités à les supprimer pour éliminer les cachettes des terroristes. Peu à peu, cela a poussé les habitants à prendre l'habitude de ramener leurs déchets chez eux, rendant les rues d'une propreté presque incroyable. En passant par les gares animées, vous serez continuellement approché par des bras tendus, vous offrant des paquets de mouchoirs gratuits, au lieu de distribuer des prospectus en papier, rigides, facilement jetés. Les commerçants ont astucieusement glissé des messages publicitaires à l'intérieur des emballages de mouchoirs, touchant à la psychologie de la réception d'objets pratiques. Chaque année, 5 milliards de paquets de mouchoirs contenant des publicités circulent dans les rues. Si l'on rassemblait tous ces papiers, nous aurions une montagne de déchets blancs énorme, capable de surpasser la Tour Eiffel. Cette industrie de marketing souterrain, qui pourrait sembler être une simple distribution de papier, génère en réalité un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. Une somme suffisante pour aplanir le sol et construire un aéroport international moderne. Si on vous proposait 8 dollars pour 4 heures de travail à simplement pousser les gens, accepteriez-vous? C'est un métier au Japon appelé Oshiya. Des professionnels du pousseur. Chaque jour, à 8 heures du matin et à 17 heures. Vous les rencontrerez dans les stations de métro japonaises. Leur tâche consiste à pousser et à entasser les passagers dans les wagons pendant les heures de pointe afin que les portes puissent se fermer et que les trains partent à l'heure. C'est un travail qui exige de l'habileté pour garantir l'efficacité du transport sans causer d'inconfort aux passagers. Numéro 8. Les règles de conduite strictes. Ne soyez pas surpris si vous croisez un touriste occidental musclé, expulsé avec fermeté par un agent de sécurité hors des toilettes d'un non-sang, simplement à cause d'un petit tatouage sur son bras. Dans ce pays, l'encre sur la peau n'est pas considérée comme un art, mais comme une condamnation marquant un criminel. Les statistiques montrent que plus de 50% des établissements de bains publics, des salles de sport et des piscines, à travers le pays, affichent des panneaux interdisant strictement l'entrée aux personnes tatouées. Cette situation découle d'une obsession historique. Les peaux couvertes de tatouages sont l'apanage exclusif des Yakuza, ces célèbres gangs de la mafia. Donc, ne vous avisez pas de montrer vos tatouages au Japon. Si marchander est un art de la communication dans les marchés d'Asie du Sud-Est, essayez de réduire le prix d'un tas de légumes d'$1 au Japon vous vaudra un refus catégorique de la part du vendeur. Cette situation s'explique par le fait que le système commercial japonais s'engage à une précision absolue. Le prix affiché inclut l'ensemble du travail fourni. Ainsi, la culture du marchandage est perçue comme un acte perturbateur et une dévaluation de l'honneur du vendeur. Le contact physique est également mal perçu au Japon. Lorsque vous retrouvez une connaissance après une longue période, évitez de vous précipiter pour l'enlacer ou de lui donner des tapes dans le dos. Reculez plutôt d'un pas, établissant une zone de sécurité d'au moins 1 mètre.
Ce n'est pas une question de distance sociale, mais une culture de protection de l'espace personnel. Violer cette distance est considéré comme une familiarité inappropriée. La politesse se manifeste par des inclinaisons. Une inclinaison de 15 degrés pour un salut ordinaire et de 45 degrés pour exprimer sa gratitude ou ses excuses. Si vous voyez une personne âgée dans un bus, ne vous avisez pas de lui céder votre place. Pourquoi ? Parce que cela touche à la fierté des personnes âgées. Se lever pour céder sa place peut être interprété comme une affirmation implicite. Vous êtes vieux, faible, inutile et un fardeau qui a besoin d'aide. Pour résoudre ce conflit psychologique, les systèmes de transport ont créé des sièges prioritaires recouverts de tissu jaune dans les coins des wagons. Si cette zone est déjà pleine, les personnes âgées sont prêtes à se tenir debout tout au long du trajet pour prouver leur indépendance physique. Mais si tout cela ne vous choque pas encore, essayez de laisser un pourboire sur la table après un repas. Alors qu'aux États-Unis ou en Europe, glisser un billet de 5 ou 10 dollars sous un verre avant de quitter un restaurant est un signe de générosité. Au Japon, c'est une insulte. Les Japonais considèrent qu'un bon service est un devoir et une question de fierté. Offrir un pourboire est perçu comme un mépris pour le personnel. Ils pourraient même vous courir après pour vous rendre votre argent. Numéro 9. Les choses que l'on ne trouve que dans les maisons japonaises. Vous serez être un peu perplexe en voyant qu'une rue entière partage la même adresse. Comment trouver la maison d'un ami dans ce cas ? La réponse réside dans le nom de la maison. Au Japon, le nom du propriétaire est affiché à la porte d'entrée. Cette pratique remonte à 1923, après le grand tremblement de terre de Kanto, lorsque les victimes ont reconstruit leur maison. Mais beaucoup d'entre elles ont déménagé. Par conséquent, la ville a complètement changé par rapport à avant. Et de nombreuses personnes souhaitaient faire savoir à leurs voisins « c'est ici que je vis ». C'est ainsi que les plaques nominatives ont commencé à apparaître et sont devenues une partie intégrante de la vie des habitants de Tokyo. De plus, en raison de la complexité du réseau routier au Japon, chaque quartier est numéroté, appelé Shom. Ce qui fait que les maisons situées dans la même rue ont des adresses presque identiques. C'est pourquoi, pour distinguer les maisons, les Japonais utilisent leurs plaques nominatives placées devant leurs portes. En parlant de l'hiver au Japon, on pense souvent immédiatement au kotatsu. Le kotatsu est un type de chauffage d'intérieur, composé d'une table placée sur le sol, avec une couverture entre les jambes et la surface de la table pour cacher le chauffage en dessous. Les familles japonaises s'assoient souvent autour du kotatsu, mangeant des mandarines tout en regardant la télévision ensemble, en raison de la mauvaise isolation des maisons en bois traditionnelles. Le kotatsu aide à prévenir la perte de chaleur dans l'espace environnant. Cet appareil est facilement démontable, ce qui réduit le risque d'effondrement du système de chauffage encastré ou de la cheminée en pierre en cas de tremblement de terre. De plus, le kotatsu est adapté à la position assise sur le sol en tatami, facilitant le réchauffement de la partie inférieure du corps. Produire des bruits de succion en mangeant des nouilles dans certains pays est considéré comme un manque de politesse. Mais au Japon, cela est accepté et même encouragé. Ces sons de succion servent d'éloge indirect. C'est une façon pour le convive d'envoyer un signal non verbal au propriétaire ou au chef pour affirmer que le plat est très savoureux. Cependant, la détente des Japonais ne se limite pas à l'intérieur de leur foyer. Ils créent également des moments de pause très personnels pour équilibrer leur vie. Numéro 10. Les conforts rares au Japon. Que pensez-vous de l'idée de dépenser environ 20 dollars pour boire de la bière à volonté pendant 2 heures ? C'est un modèle de service particulier appelé Nomi Odai, qui signifie boire sans limite. Dans les restaurants classiques, les clients doivent souvent calculer le coût de chaque verre supplémentaire. Tandis qu'avec ce modèle, ils n'ont qu'à payer un tarif fixe. Ce service répond à un besoin de socialisation après le travail pour les Japonais. Le Nomi Odai aide les groupes de clients à gérer leur budget, leur permettant de discuter librement sans se soucier de la facture finale. Cependant, pour garantir la rentabilité, la règle générale dans les restaurants est que ce service est généralement réservé aux groupes de 2 personnes ou plus, plutôt qu'aux clients seuls. Un autre point intéressant, lorsque vous entrez dans n'importe quel magasin de proximité ou supermarché au Japon,
est la présence abondante de boissons énergétiques conditionnées dans de petites bouteilles en verre, ressemblant à des flacons de vitamines. Contrairement aux canettes de boissons gazeuses de grande taille dans de nombreux pays, ces produits se concentrent entièrement sur la fonction de fournir des nutriments rapidement. Cela est dû à la culture japonaise où le travail supplémentaire et les nuits tardives sont considérés comme normaux. De plus, pour soutenir la culture des fêtes de Nomi-Ode mentionnée précédemment, le marché propose également des boissons qui soutiennent la fonction hépatique, aidant les buveurs à prévenir les nausées et à rester alertes pour le lendemain. Vous serez peu être surpris de voir de nombreuses personnes ouvrir des canettes de bière dans le train, des étudiants se rassemblant ou des fêtes de rue dans des lieux de divertissement comme Shibuya et Roppongi. Alors qu'aux États-Unis, la loi impose des restrictions strictes sur la consommation ou le transport de boissons alcoolisées non scellées dans les espaces publics. Au Japon, cela est tout à fait légal. Le phénomène de la rue ne devient pas dangereux ou chaotique malgré la présence d'alcool. La réponse réside dans un système de règles de conduite sociale profondément ancré dans la conscience japonaise. La pression des normes ne jamais déranger les autres fonctionne comme un puissant mécanisme d'autocontrôle du comportement. Ainsi, la plupart des individus, même en consommant de l'alcool, maintiennent une conscience de leurs limites, ce qui permet aux espaces publics au Japon de rester sûrs et ordonnés, et si les soirées après le travail aident les Japonais à décompresser. Les festivals traditionnels sont un moment où toute la communauté peut temporairement oublier le travail pour revenir à des valeurs qui existent depuis des centaines d'années. Numéro 11. Les festivals uniques au Japon. Lorsque vous vous rendez au Japon, voici quelques festivals que vous ne devriez pas manquer. Tout d'abord, il y a le festival des cerisiers en fleurs, Hanami, qui se déroule de mars à mai. Lorsque les cerisiers du sanctuaire Yasukuni commencent à fleurir. Vous pouvez vous déplacer à pied ou en bateau pour admirer plus de 50 variétés de cerisiers aux teintes blanches, roses et rouges qui s'épanouissent dans toute la région. Les participants étalent des nattes sous les arbres et se réunissent pour manger et organiser des cérémonies de thé traditionnelles. Ces zones de pique-nique restent actives jour et nuit. Ensuite, il y a Legion Matsuri, le festival japonais le plus grand et le plus spectaculaire. C'est également l'un des festivals au Japon avec une histoire impressionnante. Ayant débuté en 869, le jour principal du Gion est le Yamaboko Junko, accompagné de 3 soirées précédentes. Pendant ces jours, les magasins de la rue ferment leurs portes pour laisser place à des stands de nourriture, des spectacles artistiques, de la musique et des costumes traditionnels. Les festivals, des carpes, koinobori sut, selon la croyance japonaise, les carpes koinobori symbolisent le courage et la persévérance, capables de surmonter les obstacles pour se transformer en dragon. Pendant ces jours-là, les rues et les maisons du Japon sont décorées de drapeaux de carpes multicolores. Les Japonais dégustent des obento ou des plats en forme de carpe dans le but de prier pour la santé de leurs enfants. Enfin, un dernier festival qui vous surprendra par son ampleur est le festival de la neige de Sapporo. Un festival d'hiver au Japon. Il vise à rendre le froid glacial de Sapporo plus agréable. Pendant les jours de ce festival, vous rencontrerez des sculptures de glace et de neige de grande envergure disséminées à travers la ville de Sapporo. Les gens se rassemblent pour patiner, faire du ski et déguster des spécialités culinaires dans le froid mordant de l'hiver. Mais pour vraiment ressentir l'âme du Japon, vous ne pouvez pas vous contenter d'observer les festivals. Vous devez mettre les pieds dans les lieux qui ont façonné l'histoire, la culture et l'identité de ce pays. Numéro 12. Lieu touristique célèbre au Japon. Le premier endroit que vous devez absolument visiter au Japon. Le mont Fuji, situé à environ 100 km de la capitale Tokyo. Vous pouvez facilement prendre un bus pour vous y rendre. Cette montagne conique, recouverte de neige, n'est pas seulement une merveille naturelle à photographier sans relâche, mais elle est également l'une des 3 montagnes sacrées de la culture japonaise. C'est un lieu de pèlerinage extrêmement sacré et revêt une grande signification spirituelle, tant pour les adeptes du shintoïsme que pour ceux du bouddhisme. Ensuite,
Dirigez-vous vers l'ancienne capitale Kyoto pour explorer le sanctuaire Fushimi Inari Taisha. Plus de 10 000 portes torii scintillantes de couleur rouge orangé s'enchaînent en formant un immense tunnel de 4 km de long, menant directement au sommet de la montagne sacrée dédiée à la divinité du riz shintoïste. C'est l'image la plus légendaire et sacrée de Kyoto en particulier et du Japon en général. Ne manquez pas de visiter l'une des 20 meilleures architectures au monde. Situé en plein cœur d'Osaka, le Umeda Sky Building. Le design de ce gratte-ciel vous fera vraiment dire « waouh ». Il se compose de 2 tours de 40 étages, atteignant près de 173 mètres, presque équivalent à 2 statues de la liberté empilées l'une sur l'autre. Ces 2 bâtiments sont reliés par un immense jardin suspendu dans les airs, appelé Kuchu Tien. Depuis l'observatoire, au dernier étage, vous pourrez admirer une vue panoramique spectaculaire sur la ville d'Osaka. Si vous êtes au Japon, vous n'aurez pas besoin de prendre un vol pour Londres pour visiter Poudlard, car les fans de Harry Potter peuvent désormais explorer les coulisses de la célèbre saga directement à Tokyo. Warner Bros. Studio Tour Tokyo, The Making of Harry Potter, est le premier studio en Asie, recréant, de manière vivante, le monde des sorciers avec Poudlard, la rue de Pré, au Lard, le train Hogwarts Express, la forêt interdite et de nombreuses scènes emblématiques. Et si vous souhaitez vivre une expérience unique, ne manquez pas le musée Unko Museum, situé à Yokohama, juste au sud de Tokyo. Son nom peut sembler un peu malodorant, mais ne vous laissez pas décourager. Ne sous-estimez pas l'attrait de cet endroit depuis son ouverture. Le musée a fait sensation dans les médias et a attiré plus de 1,6 million de visiteurs, établissant même un record avec 10 000 personnes en une seule semaine, pour un prix d'entrée d'environ 1800 yens, soit environ $12. Vous serez entouré de nombreuses sculptures géantes de déchets conçus dans un style kawaii extrêmement adorable, avec des couleurs éclatantes. Quel endroit souhaitez-vous visiter en premier? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le Japon est l'un des rares endroits au monde où tradition et modernité ne s'excluent pas mutuellement, mais coexistent en parallèle. Cependant, derrière toutes ces choses fascinantes se cache une réalité bien plus profonde à méditer. D'un côté, il y a l'ordre, l'efficacité et un développement incroyable. De l'autre, il y a la pression, la solitude et les attentes sociales qui pèsent sur chaque individu. D'un côté, un pays toujours admiré pour sa civilisation. De l'autre, des personnes qui doivent parfois faire de grands sacrifices pour maintenir cette perfection. Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous surprend le plus au sujet du Japon? L'extrême politesse, les règles de conduite strictes, la technologie étrange, la culture des rendez-vous uniques ou les zones d'ombre, rarement évoquées. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a permis de découvrir un Japon différent de vos idées préconçues, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les pays les plus fascinants de la planète.